Imaginez que le lieu que vous appelez votre foyer soit en même temps l'endroit le plus dangereux de la planète. Partout dans le monde, des habitants ont élu domicile dans des zones où le sol peut se dérober, où les falaises peuvent s'effondrer et où la nature peut devenir mortelle en un instant, sans aucun avertissement. Certaines habitations semblent défier les lois de la gravité, accrochées à des pentes que l'on croirait impossibles, dominant d'imposantes étendues vides. Pour y accéder, les résidents doivent emprunter des chemins qui paraissent presque inconcevables, où chaque pas ressemble à une traversée périlleuse. Malgré ces conditions extrêmes, la vie continue, persiste et s'adapte dans ces lieux hostiles. Mais qu'est-ce qui pousse les gens à choisir un tel environnement, où une simple erreur pourrait tout changer? Restez avec nous pendant que nous parcourons les demeures les plus dangereuses de la Terre, ces endroits où le simple fait de rentrer chez soi devient un véritable acte de bravoure. Accroché aux falaises abruptes de calcaire qui dominent le lit du Wadi Kelt, le monastère Saint-Georges s'insinue dans un réseau de cavernes naturelles et de fissures géologiques taillées directement dans la roche solide. Sa structure, entièrement bâtie en mortier et en pierre locale, repose exclusivement sur la friction entre chaque bloc et sur le poids brut qui le maintient fermement collé à la paroi, offrant ainsi une stabilité qui défie la gravité au-dessus d'un gouffre profond qui s'étire sans fin sous l'édifice. Installé au fond d'un canyon étroit et escarpé, le site agit comme un véritable piège à chaleur, comparable à une tranchée de rayonnement. Les parois verticales de la falaise réfléchissent la lumière solaire en un va-et-vient incessant, tandis que l'absence totale de vent engendre une stagnation thermique où les températures estivales peuvent grimper entre 45 et 50 degrés Celsius, transformant l'endroit en un four naturel implacable. À l'intérieur, une salle obscure, protégée des rayons directs, conserve les os de 14 moines martyrisés en l'an 614. Leurs restes, enveloppés par le sable fin, ont été préservés pendant des siècles, grâce à l'extrême aridité du désert, un climat qui ralentit presque entièrement la décomposition biologique et empêche toute détérioration. Aucun véhicule motorisé ne peut accéder à la porte du monastère, de sorte que chaque goutte d'eau, chaque provision et chaque pierre de construction doivent être transportées à la main par des ânes robustes, rendant l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement totalement tributaire d'une traction animale et biologique, un véritable défi logistique imposé par l'isolement. Observé depuis le rebord supérieur du canyon, le monastère se fond de façon imperceptible dans le calcaire environnant, créant un effet de camouflage naturel si parfait qu'il devient presque invisible aux yeux des observateurs qui scrutent le site depuis le bas, comme si la structure s'était fusionnée avec la montagne elle-même. S'élevant depuis la vallée du Le Puy, la chapelle connue localement sous le nom de Saint-Michel d'Aiguille domine le paysage en se posant au sommet d'un soc volcanique de basalte d'une hauteur d'environ 85 mètres, vestige solidifié d'une ancienne cheminée volcanique qui s'est depuis longtemps endormie. La chapelle occupe intégralement la surface du sommet rocheux. Ses murs s'arrêtent précisément au bord même de la falaise, de sorte qu'un déplacement minime des fondations pourrait entraîner la chute libre de larges pans de murs vers le sol abrupt qui se trouve en contrebas. Pour accéder au sommet, 268 marches taillées en spirale autour du cœur de la roche doivent être gravies, et cette excavation profonde diminue la section transversale porteuse du bloc de basalte, créant ainsi des points de concentration de contraintes qui sont particulièrement vulnérables à la fissuration et à la fracture au fil du temps. Chaque fois que la cloche retentit, les vibrations acoustiques se transmettent à travers la structure rocheuse non renforcée, un phénomène qui se répète inlassablement au cours des siècles, contribuant progressivement à la fatigue du mortier ancien qui maintient les murs en place. En escalant ces 268 marches abruptes, les muscles des cuisses et des mollets passent rapidement en respiration anaérobie. L'accumulation qui en résulte d'acide lactique provoque des tremblements, une sensation de brûlure et une fatigue intense dans les jambes, bien avant d'arriver à la porte de la chapelle. Le panorama qui s'offre depuis le sommet révèle les étendues verdoyantes de la vallée du Le Puy, ainsi que les silhouettes lointaines des montagnes environnantes, rappelant le caractère isolé et impressionnant du lieu. Cette situation géographique accentue également les effets des vibrations,
car la masse rocheuse agit comme un résonateur naturel, amplifiant chaque son de cloche qui résonne dans la vallée. Ainsi, chaque visiteur qui ose gravir cet escalier éprouve non seulement l'effort physique, mais aussi la sensation presque mystique d'être enveloppé par les échos d'un passé lointain, où la pierre, le son et la fatigue se conjuguent pour créer une expérience unique. Le refuge des Cosmiques est solidement ancré à une crête montagneuse, maintenue en place par le pergélisol qui lie les fissures rocheuses environnantes. Ce pergélisol agit comme une colle naturelle qui unit les crevasses de la roche, mais son retrait progressif, provoqué par la hausse des températures mondiales, affaiblit l'adhérence du socle du bâtiment et crée de micro-fractures compromettant la stabilité globale du poste, augmentant ainsi continuellement le risque de glissement structurel dangereux. Située à une altitude de 3613 mètres, l'enveloppe métallique du refuge fonctionne comme une cage de Faraday, capturant les éclairs d'été et canalisant des millions de volts d'électricité sans danger vers le sol grâce à son système de mise à la terre, qui disperse instantanément les charges lumineuses et protège toutes les personnes qui s'y abritent. Toutes les provisions dépendent exclusivement du transport hélicoptère. Les hélicoptères ne peuvent décoller que lorsque la visibilité dépasse quelques centaines de mètres, et un simple brouillard épais ou des vents violents de plusieurs dizaines de mètres par seconde peuvent interrompre toute la chaîne logistique, isolant la station pendant plusieurs jours. Dans cet environnement sub-zéro, le métal exposé aspire rapidement la chaleur du corps par conduction, et une peau nue en contact avec cette surface peut subir des engelures en seulement quelques dizaines de secondes. Pour atteindre le refuge, les visiteurs sont contraints de traverser une étroite crête glacée, leurs crampons s'enfonçant dans la neige, et une seule perte d'équilibre peut projeter la personne dans un gouffre d'environ 1000 mètres de profondeur de part et d'autre. Au pied de l'Himalaya, le monastère de Parutaksang s'accroche à une falaise granitique à une altitude d'environ 3120 mètres au-dessus du niveau de la mer, dominant d'environ 900 mètres le fond de la vallée de Paro qui s'étend en contrebas. L'ensemble architectural comprend 4 temples principaux ainsi que plusieurs bâtiments auxiliaires, tous suspendus aux corniches naturelles de la roche, reliés entre eux par des ponts en bois et des escaliers taillés directement dans le flanc de la montagne. Chaque planche de bois, chaque marche sculptée témoigne d'un effort acharné, tandis que les moines et les artisans, guidés par la foi, ont persévéré malgré les conditions extrêmes. Lors des travaux de restauration, chaque matériau a été hissé à l'aide d'un système de poulies rudimentaires, actionné uniquement par la force humaine et par des poneys de batte, car le terrain accidenté rendait impossible l'accès de toute machinerie lourde. Le cœur spirituel du monastère tourne autour de 13 cavernes sacrées. La plus importante d'elles est liée à la légende d'un gourou qui y aurait médité pendant 3 ans, 3 mois, 3 semaines, 3 jours et 3 heures. À la fin du parcours, les visiteurs traversent une gorge où s'élance une cascade d'environ 60 mètres de hauteur, enveloppée en permanence d'une brume épaisse qui crée un rideau de vapeur semblable à un voile mystique. Après un incendie majeur survenu en 1998 qui a ravagé une grande partie du site, l'ensemble a été reconstruit avec soin. La reconstruction, menée sous la supervision d'architectes spécialisés dans la conservation du patrimoine, a respecté scrupuleusement les techniques traditionnelles afin de préserver l'authenticité du lieu et s'est étalée plusieurs années jusqu'à son achèvement définitif en 2005. Située près de la côte basque, la petite chapelle de San Juan de Gaztelugatxe se dresse sur une île rocheuse que l'on rejoint depuis le continent par un pont de pierre à 2 arches, véritable passerelle suspendue au-dessus des vagues déchaînées qui s'écrasent incessamment contre les rochers. Pour accéder au lieu de culte perché au sommet, chaque visiteur doit emprunter un chemin sinueux composé d'environ 241 marches, gravissant lentement la pente escarpée tout en sentant le vent salé caresser son visage. Un imposant clocher en bronze trône devant la chapelle. La légende locale veut que quiconque parvient au point le plus élevé puisse faire retentir le gong exactement 3 fois, un geste considéré comme un rituel porte-bonheur destiné à attirer la bonne fortune. Le littoral adjacent, bordé de falaises abruptes,
expose des strates sédimentaires formées il y a approximativement 60 millions d'années, déposées autrefois au fond d'un océan primitif, aujourd'hui disparu, et qui raconte l'histoire géologique de la région. Afin de protéger les fondations de ce site fragile et de maîtriser l'affluence, la gestion actuelle impose la billetterie électronique, limitant la fréquentation de l'île à environ 3000 visiteurs chaque jour, mesure qui contribue à éviter la surpopulation et à préserver l'environnement naturel. Avant le début de chaque nouvelle saison de pêche, les pêcheurs locaux continuent de faire le tour de l'île à bord de leurs barques, levant leurs prières vers la mer dans un petit rituel destiné à garantir leur sécurité face à l'imprévisibilité constante des flots, rappelant ainsi la profonde connexion entre les habitants et cet horizon maritime empreint de mystère. Imprégné dans les colonnes de tuf volcaniques, le village de Kandovan n'a pas été construit en s'étendant vers l'extérieur, mais en creusant le cœur même de la roche. En taillant les blocs d'ignimbrite douce, on transforme une colonne de pierre initialement solide et résistante à la compression en une coquille creuse qui doit désormais supporter le poids complet du sommet qui s'élève au-dessus. Les espaces de vie sont organisés de façon verticale. Le niveau inférieur accueille le bétail, le niveau intermédiaire abrite les habitants et le niveau supérieur réserve les provisions alimentaires, la charge la plus lourde étant concentrée sur la partie la plus excavée de la base de la formation. Chaque pièce aurait nécessité environ 10 mois de sculpture manuelle pour être achevée, et la forme actuelle du village représente le résultat cumulé de plusieurs millions d'heures de travail réparties sur de nombreuses générations. Les artisans, armés de marteaux et de burins, travaillaient jour et nuit, retirant pierre après pierre, jusqu'à ce que chaque cavité prenne forme, créant ainsi un labyrinthe souterrain qui reflète la persévérance collective de la communauté. Les sentiers qui serpentent ici présentent des pentes abruptes variant entre 60 et 70 degrés, sans aucune rampe de sécurité. En hiver, ils se couvrent d'une fine couche de glace noire glissante, si bien qu'un simple faux pas peut rapidement entraîner une fracture de la jambe, voire pire. À l'intérieur des cavernes, les plafonds rocheux bas et incurvés obligent les visiteurs à se pencher, et les espaces étroits, dépourvus de courbes, provoquent souvent chez les occupants un sentiment de claustrophobie et de stress lorsqu'ils y résident pendant de longues périodes. Cette architecture unique, façonnée par la géologie et la main-d'œuvre humaine, demeure aujourd'hui un témoignage vivant de l'ingéniosité des habitants qui ont su transformer un environnement hostile en un foyer protecteur. Le réseau de maisons creusées s'enchaîne en une série de couloirs sinueux, où chaque porte ouvre sur un espace où la lumière du jour pénètre à peine, accentuant le caractère mystérieux du lieu. Enfoui profondément dans la vallée de Spiti, le village de Dankar s'accroche au flanc de la montagne comme un groupe de maisons glissant lentement hors du sol. L'ensemble du village, ainsi que son monastère millénaire, repose sur des piliers constitués de sédiments glaciaires et d'argile poreuse. Des fondations si lâches par endroits qu'on pourrait presque les gratter à la main. De nombreux planchers en bois et murs de terre s'étendent vers l'air libre à une altitude d'environ 3962 mètres, suspendus au-dessus d'un gouffre d'une profondeur d'environ 305 mètres, où des poutres de bois pourries portent encore tout le poids de la structure supérieure. À l'intérieur de ce bâtiment qui se détériore lentement, se trouvent des fresques bouddhistes inestimables, emprisonnées dans des murs qui, en théorie, pourraient glisser dans le vide à tout instant. Au pied même de la montagne, là où les rivières Spiti et Pin se rejoignent, leur courant rapide creuse continuellement la base de la falaise, l'érodant progressivement depuis le dessous. Pendant 6 mois chaque hiver, la neige bloque toutes les voies d'accès, isolant complètement les habitants à une altitude d'environ 3962 mètres, entourés d'un paysage grisâtre et austère qui rappelle la surface de la Lune. Les habitants, vivant en harmonie avec cet environnement hostile, ont adapté leurs maisons au mouvement du sol, utilisant des techniques de construction ancestrales pour stabiliser les structures malgré le terrain instable. La lumière du jour, filtrée à travers les nuages bas, éclaire sporadiquement les fresques, révélant des couleurs fanées mais encore vibrantes, témoins silencieux d'une tradition spirituelle qui persiste depuis des siècles.
Le bruit constant des eaux tumultueuses qui sculptent la roche ajoute une bande sonore naturelle à ce décor suspendu, tandis que le vent glacial de la haute altitude souffle à travers les ruelles étroites, rappelant aux visiteurs la fragilité de l'existence humaine face à la puissance de la nature. Au cœur de la dense jungle papou, la maison perchée des Korowai est entièrement maintenue par des lianes de retin. Aucun clou n'a jamais été employé dans sa construction. Sa stabilité repose uniquement sur le frottement du bois et la résistance à la traction des lianes, des matériaux qui, avec le temps, deviennent secs et cassants. Un tronc d'arbre vivant constitue la colonne centrale de soutien. Toutefois, la taille de sa canopée modifie le centre de gravité de l'arbre, obligeant le tronc à supporter une charge plus importante et à subir un moment de renversement plus fort chaque fois que des rafales puissantes frappent la structure. L'ascension du poteau d'accès vertical exige une contraction continue et soutenue des muscles du bras et de la cuisse. L'acide lactique s'accumule rapidement et une simple crampe à mi-hauteur pourrait facilement entraîner une chute libre. Un feu est allumé directement sur le plancher en bois, isolé seulement par une fine couche d'argile. Même une petite fissure dans cette couche peut permettre à la chaleur de se transmettre vers le bas, enflammant le bois et propageant le feu à travers toute la construction. La demeure est élevée délibérément afin d'échapper au sol anaérobie et marécageux en dessous. Un terrain grouillant de moustiques et de micro-organismes qui prospèrent dans l'eau stagnante et toxique. Pendant la nuit, alors que le plancher en bois oscille doucement sous l'effet du vent, les occupants restent allongés, écoutant les craquements de la structure, le cœur incapable de se détendre complètement, le corps constamment sur le qui-vive du risque d'effondrement. Les habitants, habitués à ce mode de vie précaire, développent une vigilance permanente, chaque mouvement étant calculé pour éviter toute surcharge sur les joints fragiles, tandis que l'atmosphère humide et le souffle du vent maintiennent une tension palpable autour de chaque arbre, chaque liane, chaque planche. Située au cœur de l'archipel gelé de Svalbard, la petite communauté de Longyearbyen repose sur un pergélisol épais qui empêche toute décomposition naturelle des corps. Le pergélisol, couche de sol gelé qui persiste toute l'année, agit comme une barrière imperméable au métabolisme des tissus, empêchant ainsi la décomposition bactérienne habituelle que l'on observe dans les climats plus chauds et transformant chaque cadavre en une sorte de capsule temporelle naturelle. En raison de ce phénomène, la législation locale interdit formellement toute mise en terre, car les cercueils pourraient, avec le temps, être lentement remontés à la surface par le mouvement du sol gelé. La loi municipale stipule que toute tentative de sépulture doit être autorisée par les autorités, sous peine de lourdes sanctions, car la remontée des cercueils pourrait non seulement perturber le paysage urbain, mais aussi créer des situations dangereuses lorsque les coffres surgissent à la surface. Les habitations, quant à elles, doivent être érigées sur des pieux en acier enfoncés profondément dans le pergélisol, puisque la chaleur dégagée par les systèmes de chauffage classiques a le pouvoir de faire fondre la glace sous-jacente, provoquant ainsi un affaissement irrégulier des fondations placées directement sur le sol. Les fondations en acier sont en général enfoncées à plusieurs mètres de profondeur, assurant ainsi une stabilité suffisante malgré les variations saisonnières de la température du sol. En dehors des limpes du village, chaque résident est tenu par la loi de porter un fusil. La présence d'ours polaires pouvant atteindre 450 kg, constituant une menace permanente dans la toundra environnante. Le port du fusil n'est pas une simple précaution. Il s'agit d'une exigence inscrite dans le code municipal. Chaque foyer devant disposer d'au moins une arme fonctionnelle, prête à être utilisée en cas de rencontre rapprochée avec un ours affamé. L'ensemble-visionnement alimentaire et énergétique dépend exclusivement des navires et des avions qui arrivent depuis le continent, de sorte que, si la chaîne d'approvisionnement venait à être interrompue, les habitants ne pourraient subsister que pendant une période très limitée. Les livraisons arrivent généralement une fois par semaine pendant la saison estivale, tandis que durant l'hiver, les vols sont rares et les navires doivent braver les glaces épaisses, rendant chaque cargaison cruciale. En cas d'isolation totale, les réserves stockées dans les entrepôts souterrains, conçus pour résister au gel, ne suffisent qu'à quelques semaines, après quoi la communauté
serait contrainte de rationner sévèrement ses ressources. Entre le mois d'octobre et le mois de février, la région est plongée dans une nuit polaire prolongée où le soleil disparaît totalement, ce qui perturbe les rythmes circadiens des habitants et engendre de longues phases d'insomnie. Les habitants ont développé des stratégies pour compenser l'absence de lumière, comme l'utilisation de lampes à spectre complet. Mais malgré ces mesures, le manque prolongé de lumière naturelle entraîne souvent des troubles du sommeil qui peuvent durer plusieurs semaines et provoquent des sentiments de désorientation ainsi qu'une baisse de la productivité que la communauté tente de contrer par des activités nocturnes collectives. Lorsque la lumière du jour finit par revenir, la neige reflète fortement les rayons ultraviolets et quiconque néglige de porter des lunettes de protection s'expose à des brûlures cornéennes, aboutissant à la douloureuse affection connue sous le nom de cécité des neiges. La réflexion de la lumière sur la neige peut multiplier l'intensité des rayons ultraviolets jusqu'à plusieurs fois celle du soleil direct, rendant indispensable le port de lunettes polarisées, même lors des journées les plus claires. Les lunettes de protection recommandées sont généralement dotées de filtres anti-UV de haute densité, capables de bloquer la majorité des longueurs d'onde nocives. Accroché à la paroi escarpée de la province de Shaanxi, le temple suspendu apparaît aux yeux des visiteurs en contrebas comme une construction totalement en suspension dans les airs. Les piliers en bois visibles sous ces balcons ne servent qu'à offrir une impression psychologique de soutien et à limiter le balancement, tandis que la véritable charge structurelle repose sur 27 poutres en bois enfoncées de 2 à 3 mètres dans la roche du précipice, suivant scrupuleusement le principe du porte-à-faux. Le centre de gravité de la construction est intentionnellement déplacé vers l'intérieur du massif montagneux, en plaçant de lourdes statues dans des niches profondes taillées dans la roche. Un choix de conception qui permet de transmettre la gravité directement au cœur géologique, plutôt que de laisser les balcons être tirés loin de la falaise. Lorsque les visiteurs parcourent les couloirs, le grincement du plancher en bois constitue en fait le signe d'une déformation élastique sous une charge dynamique, reflétant en temps réel les variations de contraintes sur la structure. La gorge étroite qui se trouve en dessous ne laisse pénétrer la lumière du soleil que pendant 2 à 3 heures chaque jour, ce qui atténue les variations de température entre le jour et la nuit et limite les fissures ainsi que le gauchissement de la vieille structure en bois au fil du temps. La balustrade basse oblige les visiteurs à diriger le regard droit vers le vide, où se dévoile un précipice d'environ 50 mètres de profondeur, tandis que le plancher en bois tremble légèrement sous leurs pas. Ce conflit sensoriel peut facilement provoquer des vertiges et rendre les membres faibles. Les piliers en bois, disposés de façon symétrique le long des balcons, créent une illusion d'ancrage qui rassure les observateurs, bien que la majorité du poids soit en fait supporté par les poutres profondément ancrées dans la roche. Cette technique ingénieuse, développée au cours de la dynastie, démontre une compréhension avancée des lois de la mécanique et de la répartition des forces, permettant à la structure de résister aux secousses sismiques fréquentes dans la région. Les statues massives, parfois mesurant plusieurs mètres de hauteur, sont stratégiquement positionnées dans les niches afin d'abaisser le centre de gravité, transformant ainsi le poids de la construction en une force descendante qui se diffuse uniformément à travers le substrat rocheux. Ce dispositif réduit le risque de basculement et assure une stabilité durable malgré les vents violents qui traversent la gorge. L'écho du bois qui craque sous les pas des visiteurs n'est pas simplement un bruit, mais un indicateur vivant de la flexibilité du bâtiment, chaque crépitement traduisant le moment où la structure s'ajuste pour absorber l'énergie dynamique. La lumière du soleil, filtrée par les parois rocheuses, crée un jeu d'ombre et de lumière qui accentue le contraste entre le chaud du jour et le froid de la nuit, protégeant ainsi le bois des cycles d'expansion et de contraction qui pourraient autrement entraîner des fissures. En outre, la hauteur vertigineuse du précipice, combinée à la faible hauteur de la balustrade, intensifie l'expérience sensorielle, provoquant souvent une sensation de flottement et un affaiblissement des jambes chez ceux qui osent s'aventurer sur le plancher suspendu. Au cœur de la vallée de Katski, le pilier de Katski s'élève verticalement, atteignant une hauteur d'environ 40 mètres au-dessus du sol.
Son sommet rocheux, qui ne couvre que 149 mètres carrés, ressemble à une petite cour suspendue dans les airs, comme un espace intime flottant au-dessus du paysage. Sur cette plateforme étroite se dresse une église de pierre dédiée à Saint Maxime, dont la surface occupe approximativement 19 mètres carrés et demi. À côté de l'église se trouve un petit caveau, 3 cellules d'ermite et une cave à vin, toutes installées au bord même de la falaise, offrant une vue vertigineuse sur l'abîme. Lors de la restauration du site au début des années 2000, chaque élément de construction a dû être hissé à la main à l'aide de treuils et de câbles, car aucun engin lourd ne pouvait atteindre le sommet isolé. Aujourd'hui, les règles religieuses en vigueur autorisent uniquement les moines masculins et un nombre limité d'invités masculins titulaires d'une licence spéciale à gravir l'échelle en fer menant au sommet, tandis que les femmes sont strictement interdites de monter. Étant donné que le pilier de pierre dépasse largement le terrain environnant, il agit comme un aimant naturel pour le vent et la foudre, subissant fréquemment les assauts directs des intempéries violentes. Lors d'une enquête récente, les chercheurs ont mis au jour un caveau contenant les restes presque intacts d'un moine ayant vécu aux alentours du XIIIe siècle, rappel silencieux que ce lieu reculé était, en définitive, le véritable domicile d'un être humain de chair et de sang. Le silence qui règne sur le sommet, interrompu seulement par le grondement lointif du tonnerre, confère à ce lieu une ambiance presque mystique, où chaque pas résonne comme un écho du passé. L'accès à la plateforme exige une concentration extrême, chaque mouvement étant guidé par les cordes usées et les marques gravées par les mains qui l'ont façonné des siècles auparavant. Enfouie sur le plateau himalayen, froid et aride, la vaste vallée de Spiti s'élève entre 3810 et 4511 mètres d'altitude, vivant en permanence sous une privation d'oxygène. La densité d'oxygène y est réduite d'environ 40% par rapport au niveau de la mer, ce qui oblige le corps humain à accélérer le rythme cardiaque et à produire continuellement des globules rouges supplémentaires afin d'éviter les lésions causées par la tension respiratoire. Cette adaptation physiologique se manifeste dès les premiers pas des habitants qui apprennent à respirer plus profondément et à conserver leur énergie pour faire face aux conditions extrêmes. Toute la vallée s'étend le long d'une zone de faille tectonique active, où les monastères aux toits en paille et les maisons en terre battue s'empilent sur des collines de débris lâches, dépourvues de noyaux en acier ou de fondations coulées, les rendant particulièrement vulnérables à l'effondrement lors des secousses sismiques. Le fleuve Spiti serpente, trouble et gris, chargé de poudre de roches pulvérisées transportées depuis les glaciers, coulissant presque comme une lame de scie mécanique qui ronge sans cesse les bases des falaises et déclenche des glissements de terrain depuis le dessous. Ces eaux tumultueuses, alimentées par la fonte des neiges éternelles, sculptent le paysage avec une force implacable, creusant des canyons profonds et modifiant le cours du cours d'eau au fil des saisons. Entre novembre et mai, la neige recouvre les cols de Rotang et de Kunzum, isolant environ 12 000 habitants qui dépendent entièrement des réserves accumulées durant la courte saison estivale pour survivre à l'hiver long et rigoureux qui s'ensuit. Durant cette période d'isolement, les villages se transforment en bastions silencieux où la chaleur du feu et les légendes transmises de génération en génération deviennent les seules sources de réconfort face à l'immensité glacée qui les entoure. Les habitants, habitués à ces conditions extrêmes, cultivent des jardins en terrasse et stockent des céréales, des légumineuses et du lait de chèvre, tout en préservant des réserves d'eau provenant des sources souterraines, afin de garantir la subsistance pendant les mois où le passage est impossible. Accroché à une paroi en dolomie, à une altitude d'environ 2911 mètres, un petit abri de bivouac de montagne se dresse comme une façade de briques et de bois qui scelle un creux naturel, le tout reposant directement sur le rocher solide qui le soutient. La structure est ingénieusement placée dans un renfoncement rocheux à pente presque verticale, formant un angle de 90 degrés, ce qui empêche la neige de s'accumuler au sommet. Les avalanches glissent simplement le long de la paroi et franchissent le vide sans jamais atteindre le creux, comme un point aveugle mécanique. La porte s'ouvre directement sur une chute libre de plusieurs centaines de mètres, sans aucun porche, aucune terrasse,
seulement une unique marche qui sépare le seuil du bord de l'abîme. Le mur de briques, encastré profondément dans le renfoncement, reprend la teinte oxydée de la roche, rendant la construction presque invisible dans l'ombre du précipice lorsqu'on l'observe à distance. En posant le pied sur une corniche rocheuse d'une largeur d'environ 30 cm, avec un gouffre d'une profondeur d'environ 1000 mètres sous vos pieds, vos yeux ne voient plus que le vide absolu, tandis que vos pieds restent suspendus sur ce rebord étroit. Une sensation vertigineuse s'installe, vous obligeant à vous agripper fermement à la roche pour maintenir votre équilibre. Chaque respiration résonnant comme un écho dans le silence glacial qui entoure cet endroit isolé et austère. Perquée sur une colline escarpée du Portugal, la Casa do Penedo repose uniquement sur 4 rochers massifs en granit qui servent de points d'appui principaux, sans aucune fondation en béton ni aucune armature en acier dans toute sa construction. Les murs et le toit s'insèrent simplement dans les interstices entre les roches naturelles, remplissant les espaces vides, comme si la structure était une extension organique du paysage. Aucun angle droit n'est présent. Le toit et les parois ont dû épouser en permanence les courbes irrégulières de la surface rocheuse, répartissant les charges de compression sur une assise véritablement complexe et non géométrique. La petite piscine de la maison, taillée directement dans le cœur granitique presque imperméable, retient des milliers de litres d'eau dont la pression hydrostatique agit directement sur la masse rocheuse sans qu'il soit nécessaire d'ajouter une couche d'étanchéité supplémentaire. Lorsque l'on observe la demeure à distance, certaines sections de ces murs se cachent derrière les rochers, de sorte que la maison se fond dans le décor grisâtre environnant, comme si elle était simplement une partie naturelle de la montagne. Le terrain qui l'entoure se compose uniquement d'un sol dur et d'une végétation clairsemée, dépourvue de toute bande tampon écologique qui pourrait autrement atténuer le vent, réduire la chaleur rayonnante ou réguler l'écoulement des eaux de pluie. Ainsi, chaque élément de la Casa do Penedo illustre une intégration pure entre l'architecture humaine et la rigidité brute du granit, créant une silhouette qui semble surgir du rocher même, invisible aux yeux qui ne cherchent que la solidité du paysage. Accrochées fermement à une masse de grès doux, les imposantes statues sculptées reposent sur une falaise qui s'élargit au centre avant de se rétrécir progressivement vers sa base, créant ainsi une pente négative qui projette le centre de gravité dans l'air libre. Dans ces conditions, la gravité attire la charge directement vers le bas au lieu de la laisser glisser en toute sécurité le long du flanc de la montagne, ce qui augmente considérablement le risque d'effondrement. Le substrat rocheux, trop tendre pour accepter des détails fins, a contraint les artisans à façonner les statues à partir d'un mélange de paille et d'argile superposés sur des noyaux en bois en forme de pieux enfoncés directement dans la roche. Des milliers de tonnes de matière sont maintenues uniquement par la friction, une friction qui s'est lentement affaiblie au fil des siècles, rendant la structure de plus en plus vulnérable. Le système de passage ancien se compose de poutres en bois en porte-à-faux incrustées dans le visage man de la falaise, à des hauteurs variant approximativement entre 20 et 80 mètres. Des poutres qui subissent une véritable contrainte de flexion chaque fois que les visiteurs traversent le sentier. Ces poutres, soutenues par des assemblages de chevilles et de supports en bois, transmettent chaque pas en une légère déformation qui se propage le long de la structure. Les statues monumentales et les corridors métalliques construits à leur côté se balancent désormais de façon visible lorsque de nombreux visiteurs marchent simultanément, transmettant des vibrations perceptibles à travers le sol et amplifiant la sensation d'instabilité. En marchant le long du sentier étroit qui longe la partie saillante de la falaise, en contemplant le gouffre profond qui s'étend en dessous, les jambes se fatiguent, le cœur s'accélère et une tension palpable envahit le corps. Car même une légère perte d'équilibre à cet endroit peut entraîner une chute libre véritable, plongeant le marcheur dans le vide abyssal qui s'ouvre sous ses pieds. Au cœur de la vallée de Thessalie, les impressionnantes monastères de Météora s'élèvent majestueusement au milieu de colonnes de roches conglomérées compactées. Une matière qui se révèle friable et hétérogène, loin de la solidité d'un granit. Chaque monastère a été édifié de façon à couvrir intégralement la surface du sommet de chaque pilier rocheux,
de sorte que les arêtes extérieures des murs reposent exactement au bord même de l'abîme. Cette situation extrême implique qu'une glissade minime de terrain pourrait projeter les fondations d'une structure tout entière dans un gouffre dont la profondeur dépasse les 400 mètres. Pendant plusieurs siècles, le seul moyen d'accéder à ces sanctuaires suspendus consistait à faire descendre un filet tiré à la main depuis les hauteurs, un dispositif où tant les personnes que les matériaux étaient suspendus puis hissés uniquement grâce à la force musculaire des fidèles. Le brouillard épais qui s'élève régulièrement depuis la vallée se dépose sur la roche conglomérée, augmentant l'humidité ambiante et dissolvant les agents liants naturels contenus dans la pierre, ce qui rend la boue graveleuse de plus en plus sujette à se détacher et à s'effriter. L'infrastructure touristique, ainsi que les flux constants de visiteurs générant des millions de pas chaque année, imposent des charges dynamiques répétées qui accélèrent l'érosion de la surface rocheuse bien au-delà de ce que l'altération naturelle pourrait accomplir à elle seule. Enfin, les vents secs qui balaient les sommets arides aspirent l'humidité de la peau et des muqueuses, provoquant des lèvres gercées, une sensation de brûlure au niveau du nez et une déshydratation corporelle perceptible, même lorsqu'un voyageur n'a pas l'impression de transpirer. Au bord des imposantes falaises de Corse, la petite cité de Bonifacio s'étire dans l'air comme une rangée de maisons suspendues, accrochées directement au-dessus des eaux profondes de la Méditerranée. Les habitations dépassent le bord d'une falaise calcaire d'environ 70 mètres de hauteur, tandis que la base même de cette même falaise a été sculptée au fil de dizaines d'années d'action incessante des vagues, si bien qu'elle ne possède plus aucun puits, aucune colonne ou pilier sous la structure pour la soutenir. La majorité des édifices ont été érigés il y a plusieurs siècles, bâtis à l'aide de blocs de pierre brute et de mortier, sans aucun noyau d'acier renforcé, ce qui signifie que l'ingénierie ancienne repose sur un socle rocheux qui a depuis perdu une large partie de son assise, rendant chaque construction précaire et fragile. Les 187 marches, connues sous le nom d'escalier du roi d'Aragon, sont taillées directement dans la paroi rocheuse à un angle prononcé de 45 degrés. Elles sont étroites, glissantes à cause du spray marin constant, et une simple perte d'équilibre suffit à projeter la personne dans les eaux rocheuses qui se trouvent bien en dessous, où le fond est jonché de rochers. Lorsqu'une tempête violente ou une haute marée se jette contre la falaise, les vibrations se propagent à travers le plancher de chaque maison, et les habitants ressentent clairement chaque secousse sous leurs pieds, comme si la roche elle-même vibrait sous leur corps. Le son sourd des vagues qui se brisent contre la base de la falaise crée une ambiance presque hypnotique, tandis que les ombres des rochers projettent des motifs changeants sur les murs des habitations. Passer la nuit dans les pièces qui dépassent directement au-dessus de la mer revient à remettre sa propre sécurité entre les mains d'une masse calcaire qui, littéralement, s'érode un peu davantage chaque jour. Chaque rafale de vent puissant rappelle subtilement les limites imposées par la gravité, tandis que le bruit du vent qui siffle entre les pierres ajoute une note de tension permanente à ce paysage à la fois majestueux et inquiétant. Cette sensation d'insécurité est renforcée par le craquement occasionnel des pierres sous la pression de l'eau, un rappel constant que la nature reprend peu à peu son dû. Les habitants, descendants d'artisans qui ont défié la gravité, transmettent de génération en génération les techniques de construction et les légendes liées à ces lieux, gardant vivante la mémoire d'un passé où chaque pierre était posée avec une précision quasi mystique. Situés au cœur du canyon de la Gravina, les Sassi de Matera s'élèvent comme une cité verticale taillée directement dans le calcaire. Le sol d'une caverne supérieure sert souvent simultanément de plafond à la caverne immédiatement inférieure, de sorte que les habitants marchent sur un rocher poreux et non renforcé, imposant une charge continue sur les espaces vides dissimulés sous leurs pas. Les parois, d'un gris pâle, révèlent des fissures qui laissent s'infiltrer l'air humide, créant une atmosphère presque oppressante où chaque respiration est imprégnée d'une odeur de pierre mouillée. Les églises rupestres sont creusées profondément dans le cœur même de la montagne, ne laissant que de minces colonnes naturelles de roches pour soutenir l'immense force de compression exercée par la masse rocheuse qui les surplombe.
Ces sanctuaires, dépourvus de toute décoration artificielle, reposent sur les colonnes naturelles, les seuls soutiens capables de résister à la pression colossale exercée par le massif rocheux au-dessus, transformant chaque visite en une expérience où l'on ressent la fragilité du sol sous nos pieds. Les pentes abruptes du canyon sont sans cesse érodées par la rivière Gravina, empêchant l'accumulation d'humus et la croissance d'une végétation suffisante pour stabiliser le terrain environnant. Le cours d'eau, impétueux, découpe sans cesse le fond du canyon, emportant les rares particules de terre qui pourraient retenir l'humidité, ce qui rend la stabilisation du sol presque impossible. Au début du XXe siècle, pour chaque 2 enfants nés dans ce lieu, un ne survit pas à sa première année. L'humidité, l'eau contaminée et l'obscurité permanente favorisant la propagation rapide des maladies à travers chaque habitation troglodytique. Ainsi, la mortalité infantile atteignait des niveaux alarmants. Chaque famille devait faire face à la perte d'un enfant avant même qu'il ne puisse prononcer son premier mot. Les conditions de vie insalubres amplifiant la propagation des infections. Chaque jour, les résidents devaient monter et descendre des milliers d'escaliers rocheux raides et glissants simplement pour transporter l'eau et la nourriture, leur corps devenant les seules machines capables de défier la gravité de la ville. Leur quotidien se résumait à un effort perpétuel, escalader, descendre, transporter de l'eau et de la nourriture. Chaque pas était une lutte contre la gravité, leur corps devenant les piliers vivants d'une ville suspendue entre le ciel et la roche. Lorsque près de 6000 grottes furent taillées avec une précision brute dans le flanc escarpé de la montagne de Vardzia, le projet transforma radicalement une masse rocheuse jadis solide en un véritable labyrinthe alvéolé, comparable à un nid de miel aux alvéoles irrégulièrement disposés, où les contraintes mécaniques sont réparties de façon très inégale. Les parois rocheuses qui entourent ce vaste complexe perdirent une large partie de leur intégrité structurelle originelle, et le poids imposant du sommet montagneux qui repose au-dessus exerçait une pression constante sur les fines cloisons qui séparent les différents espaces, les poussant sans relâche vers leur limite maximale de tension et les rendant extrêmement susceptibles de céder en cas de secousse sismique. Le système vertical de tunnels fonctionnait comme une série de cheminées naturelles. Si un incendie venait à s'allumer à un niveau inférieur, la fumée dense ainsi que la chaleur montante seraient aspirées avec force vers les niveaux supérieurs, créant ainsi un risque d'asphyxie pour les occupants des étages élevés avant même que les flammes ne parviennent à atteindre ces zones. Le fleuve Mitkvari, qui serpente à proximité, frappe continuellement le fond du canyon situé en contrebas, générant des vibrations de basse fréquence qui se diffusent à travers la masse rocheuse et qui, au fil des années, accentuent progressivement la formation de fissures et la fragmentation du substrat. Les racines des arbres, tenaces, s'insinuent dans les crevasses de la roche sur l'ensemble du site, absorbant l'eau et produisant une micropression suffisante pour scinder même la roche la plus dure, détruisant lentement et silencieusement les structures souterraines de l'intérieur, comme une force invisible qui ronge le cœur même du complexe. Les plafonds bas, parfois à peine plus hauts que la tête d'un homme, ainsi que les escaliers raides et étroits, obligeaient les habitants à se pencher constamment, à fléchir les genoux et à adopter une posture voûtée, ce qui, avec le temps, entraînait une dégénérescence de la colonne vertébrale et des déformations posturales, parfois perceptibles dès un âge étonnamment précoce, transformant ainsi la vie quotidienne en un effort physique permanent. La cité troglodyte d'Uplistik n'a pas été érigée en hauteur comme une construction traditionnelle, mais elle a été taillée directement dans le flanc même de la montagne. Un processus qui a nécessité l'extraction de dizaines de milliers de tonnes de grès afin de donner naissance à une architecture véritablement négative. Cette opération a considérablement affaibli la résistance à la compression de la masse rocheuse environnante, transformant ainsi ce qui était autrefois une colline solide en une structure creuse traversée de multiples cavités. Les plafonds des grottes ont été sculptés en panneaux en retrait et en poutres factices destinés à imiter l'apparence de maisons en bois. Mais ces éléments ne remplissaient aucune fonction structurelle réelle et, au contraire, ont encore davantage aminci le plafond rocheux qui les supportait. Les vents qui s'engouffrent dans la vallée
accélèrent le transport de grains de quartz très fins, agissant comme des sabliers naturels qui, au fil du temps, usent et estompent les détails finement ciselés, rendant les ornements de plus en plus flous. Parallèlement, la rivière Metkvari, située à proximité, ronge continuellement la base de la montagne, provoquant une érosion progressive du socle et déplaçant lentement le centre de gravité de l'ensemble du versant. Cette dynamique entraîne un risque permanent d'effondrement pour les grottes situées au niveau inférieur, qui demeurent ainsi constamment menacées. Les sentiers qui traversent le site se présentent sous forme de surfaces lisses et inclinées, marquées uniquement par de légères rainures. Cette configuration oblige les visiteurs à fléchir leurs chevilles jusqu'à leur amplitude maximale lorsqu'ils gravissent la pente, ce qui engendre rapidement une fatigue musculaire et transforme chaque pas en un véritable défi physique. Ainsi, chaque démarche dans cet environnement souterrain combine à la fois la beauté austère d'une architecture sculptée dans la pierre et la précarité imposée par les forces naturelles qui continuent d'éroder, de modeler et de menacer la stabilité de ce chef-d'œuvre souterrain. Enfoncé profondément dans le canyon d'Apurimac, à plusieurs kilomètres sous le niveau des nuages, les ruines de Choquequirao demeurent totalement inaccessibles par la route. Pour parvenir à ce site isolé, les visiteurs sont obligés de descendre d'abord d'environ 1494 mètres jusqu'au fond du canyon, puis de remonter presque 1798 mètres le long de la pente opposée de la montagne. Cette barrière naturelle empêche toute intrusion de véhicules motorisés, rendant impossible l'accès par des moyens mécaniques. Les terrasses agricoles qui s'étendent ici ne servent pas uniquement à la culture. Elles constituent un système de murs de retenue de terre construit sur des pentes atteignant jusqu'à 70 degrés, s'appuyant uniquement sur le poids et le frottement pour empêcher le glissement complet du versant montagneux vers le vide abyssal en dessous. Cette ingénierie archaïque témoigne d'une connaissance avancée de la géotechnique, capable de résister aux intempéries et aux mouvements de la Terre depuis des siècles. D'énormes blocs de granit, pesant plusieurs tonnes, sont emboîtés avec une précision telle qu'aucun mortier n'est nécessaire. Cette méthode permet aux structures de se déplacer légèrement et de s'auto-stabiliser lors des secousses sismiques, évitant ainsi la désintégration totale. Plus de 70% du complexe reste enveloppé par une forêt nuageuse dense où les racines des arbres s'infiltrent continuellement dans les fissures rocheuses, exerçant une pression biologique persistante qui perturbe lentement les constructions anciennes. Cette interaction constante entre la végétation et la pierre crée un paysage en perpétuelle évolution où chaque génération d'arbres contribue à remodeler le patrimoine architectural. Les sentiers escarpés qui mènent au site obligent les explorateurs à affronter des conditions climatiques variables, allant du froid glacial du canyon au vent violent des hauteurs. L'ascension exigeante, qui requiert 4 jours de marche laborieuse, agit comme un filtre naturel, garantissant que seuls ceux possédant une endurance cardiovasculaire et musculaire suffisante parviennent à atteindre ces ruines reculées et isolées. Au cœur du fleuve Krka, l'île de Visovac s'étend sur une superficie d'environ 17 000 mètres carrés, si petite que chaque bâtiment, chaque haie de verdure, se trouve serré dans un espace confiné, incapable de s'étendre sans exercer une pression supplémentaire sur les fondations de l'île. La ceinture de cyprès qui l'entoure n'est pas simplement décorative. Leurs racines denses maintiennent le sol en place, absorbent l'énergie des vagues et limitent l'érosion le long des bords de l'île. En posant le pied sur le rivage, le visiteur ne parcourt que quelques dizaines de pas avant de retrouver l'eau à l'autre extrémité. Et cette limitation extrême du mouvement crée facilement une impression d'étroitesse, d'enfermement, même si le ciel au-dessus reste vaste et ouvert, dominant la petite bibliothèque qui se dresse sur l'île. Les ouvrages anciens de la bibliothèque doivent constamment lutter contre une humidité élevée qui s'élève du lac environnant, où la moisissure et les réactions d'hydrolyse menacent en permanence de détériorer le papier vieilli. La fondation même de l'île repose dans un environnement de travertin en perpétuelle précipitation, où les minéraux de carbonate de calcium s'accumulent silencieusement au fil du temps et modifient subtilement la structure subaquatique qui soutient le terrain. Lorsque la cloche en bronze sonne,
Ces ondes profondes résonnent dans cet espace restreint. Les vibrations se propagent directement dans la poitrine et les tympans des visiteurs, qui ressentent chaque pulsation comme un rappel tangible de la solitude de ce lieu isolé. Ainsi, chaque son, chaque souffle d'air chargé d'humidité, chaque rayon de lumière filtrant à travers les branches de cyprès contribue à une atmosphère à la fois oppressante et mystérieuse, où l'histoire et la nature se confondent dans un silence presque sacré, interrompu seulement par le timbre grave de la cloche qui continue de résonner au cœur de l'île. Émergeant du plateau du Tigré, l'église rupestre d'Abuna Yematagu est taillée directement dans un pilier monolithique de grès, perché à une altitude dépassant les 2560 mètres. En creusant le sommet, les artisans ont façonné une chambre suspendue dans les airs, un geste qui a inévitablement affaibli la résistance à la compression naturelle de la formation rocheuse environnante. Pour accéder à cet espace sacré, les grimpeurs doivent franchir une paroi presque verticale d'environ 90 degrés, s'élevant à une hauteur d'une dizaine de mètres, et ce, sans aucune corde ni équipement de sécurité moderne. Leur poids repose uniquement sur la friction des mains nues et des pieds glissant dans les étroites fissures rocheuses. Juste avant l'entrée, un rebord de pierre d'à peine 51 cm de largeur se dresse, d'un côté flanqué d'une falaise abrupte et de l'autre bordé d'un gouffre qui s'enfonce près de 200 mètres de profondeur. Perdre l'équilibre sur ce mince appui entraîne immédiatement une chute libre ininterrompue. À cette altitude, l'air raréfié prive les muscles d'oxygène, les fatiguant bien plus rapidement que ne le prévoient les alpinistes, de sorte qu'une perte d'adhérence, même de quelques secondes, peut suffire à coûter la vie. Cette ascension, réservée à quelques audacieux, demeure l'une des épreuves les plus redoutées du monde de l'escalade, où chaque geste peut devenir fatal.